bonjour à tous. J'espère que vous nous recevez bien. Écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir à la maison pour un temps d'ouverture, d'interaction et de questionnement. Et pour ces premiers Engage Calls, je remercie évidemment Jean Viard de se prêter à cette première édition. Alors, les Engage Calls, nous les avons conçus comme un moment pour comprendre ce qui se passe, nous interroger sur ce que nous vivons individuellement et collectivement. C'est aussi un moment pour penser l'après, en envisageant cette crise dure, violente, traumatisante pour la plupart d'entre nous, comme un temps aussi de réinvention et puis de renaissance. Alors, tout de suite, évidemment, il ne s'agit pas de nier la dureté de cette crise, de ce qui se passe, bien au contraire, et de nier ceux qui soignent, sont malades, voire pire. Il s'agit peut-être aussi par respect pour eux, finalement, par responsabilité envers ceux qui travaillent, se battent aujourd'hui, d'essayer d'inventer un autre après. Dialogue évidemment délicat entre l'immédiat, le moyen et le long terme. Alors, pour nous inspirer, puisque c'est un programme de rendez-vous hebdomadaire que nous avons conçu, nous recevrons des éclaireurs de la communauté, spécialistes du climat, de la démocratie, artistes, prospectivistes. Parmi eux, la semaine prochaine, Mathilde Dimmer et Loïc Blondiot, qui ont initié la Convention citoyenne pour le climat. On sait que la question climatique est au cœur aussi de cette crise du coronavirus. Et puis, la semaine suivante, François Gemène, spécialiste du climat et des questions migratoires. Ce sera le 21 avril. Mais alors, pour ouvrir ce cycle, nous avons trouvé pertinent d'inviter un sociologue, car cette crise bouleversera probablement, rien n'est sûr, mais notre façon de nous relier, de travailler, de faire société. Et elle n'aura pas le même impact sur chacun d'entre nous, ça c'est une certitude, que nous soyons habitants des villes ou des champs, que nous exercions un travail intellectuel ou plus manuel. Bref, ce sociologue, c'est Jean Viard. Donc, merci à toi, Jean, d'avoir répondu présent. Tu es sociologue. Je me permets de te tutoyer parce que c'est ce qu'on fait dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, pourquoi se travestir? Tu es directeur de recherche CNRS à Sciences Po et fondateur des éditions de l'Aube. Tu es élu, intellectuel engagé donc dans la société. Et on est vraiment absolument ravis de te recevoir. Avant de commencer notre interaction, peut-être je vais préciser quelques règles du jeu. Euh, nous aurons une première demi-heure durant laquelle j'interviewerai Jean. Alors, vous pouvez dès à présent nous communiquer des questions en cliquant sur la petite icône Q&A ou Q&R, suivant que ce soit en anglais ou en français. Et puis, ces questions me seront remontées et puis je les intégrerai à la discussion. Et puis, dans un deuxième temps, la deuxième demi-heure, la parole sera à vous qui nous écoutez. Et puis, vous pourrez poser directement vos questions à Jean. Alors, comme à l'école, on vous demandera de lever la main sur la petite icône qui est en bas au centre de votre écran. Et Laura, qui travaille en coulisses avec Laetitia et Antonin vous ouvrira votre micro. Alors évidemment, je précise, on vous entendra et on vous verra si vous avez laissé votre caméra allumée. Donc, il s'agira d'assumer votre petit pyjama vert si c'est le cas. Donc, soyez attentifs. Voilà. Et puis évidemment, durant toute cette heure, vous pouvez commenter, discuter entre vous, échanger des informations avec bienveillance évidemment, via l'espace chat qui est aussi à une petite icône. Et puis si vous avez des questions techniques, si des choses ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à nous les remonter. Voilà, ces précisions étant données, on va pouvoir commencer. Et donc, Jean, première question que je voudrais te poser, c'est savoir comment tu te sens en fait dans ce temps de crise, dans ce temps de chamboulement. Comment tu vis cette crise au quotidien et qu'est-ce que cela change d'abord pour toi personnellement? Si tu veux, moi, je suis allé m'installer à la campagne après 68. Donc, j'ai le privilège extraordinaire d'habiter dans une maison sublime, là où j'avais une exploitation agricole. Bon, donc, de ce point de vue-là, en plus, j'ai toujours été manuel, moi. Donc, j'ai construit ma maison, j'ai fait mon Mmh. jardin. Bon. Donc, de ce point de vue-là, je suis très bien. Après, ce que je trouve le plus difficile, d'une part, c'est de ne pas pouvoir voir les personnes âgées. Moi, dans ma famille, on en a 5 qui ont plus de 90 ans, donc c'est quand même quelque chose de terrible. Et puis, de ne pas pouvoir avoir ses petits-enfants. C'est la chose, à mon âge, c'est vrai que c'est un enjeu majeur.
Et puis, bon, c'est vrai que dire ce sentiment d'enfermement, Mmh. ça m'arrive, tu vois. Je vais souvent en Bretagne l'été, je passe un mois quasiment sans sortir. J'ai un pied-à-terre au bord de la mer, dans un coin paumé. Je veux dire, en gros, je vois personne ou très peu de gens. Mais c'est pas pareil. C'est un choix que je fais de me retirer, de ne pas amener mon ordinateur, etc. Là, ce sentiment d'être emprisonné, je trouve que c'est extrêmement lourd à porter, même quand on est dans des conditions optimales, on va dire. OK. Alors toi qui est sociologue, qui a pour habitude, pour métier d'étudier les grandes dynamiques, de la société, les tendances, heu, qu'est-ce que cette crise nous dit sur notre société, sur l'homme, dans la façon dont nous interagissons quelque part? Ben, quand en société normale, on se déplace, on a l'impression d'être autonome et complètement libre. Et puis on se rend compte que ben, c'est pas vrai. S'il n'y a pas les autres, quelque part, on n'est plus ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire que en moyenne, il paraît qu'on a 40 interactions par jour avec d'autres êtres humains. Certains, on Mmh. leur parle, d'autres, on travaille avec. On peut tenir la porte à une dame, on peut faire un sourire à une boulangère, mais en gros, dans chaque journée, en moyenne, on est contacté par 40 êtres humains. Et bien là, ça a complètement disparu. Et je dirais qu'on se rend compte que notre liberté, notre solitude, tout ça, n'ont de sens que parce qu'il y a les autres. Et je crois que ça, c'est intéressant, parce qu'on était une société très individualisée. Moi, je trouve ça, pour moi, c'est une valeur positive, l'individualisme. Mmh. Mais on avait un peu oublié qu'on a les autres, qu'on a besoin des autres. Et je pense qu'en ce moment, leur manque fait qu'on s'en rend compte profondément. Et ça, je pense que c'est très positif. Je pense que dans l'histoire des sociétés, de temps en temps, on se le rappelle. C'est le rôle des guerres, c'est le rôle des tragédies. C'est le problème des grandes tragédies comme celles que nous vivons, c'est qu'elles sont Mmh. aussi créatrices et elles nous ramènent aussi à des fondamentaux, peut-être éthiques, importants. Et on n'est pas tous pareillement armés, je pense, pour vivre ce qui se passe. Non, mais moi, il y a des Peut-être gens. mmh. Pardon. Non, Non, mais je non, je voulais t'en dire, prie. il y a des gens que j'ai au téléphone qui sont vachement contents. Parce qu'au fond, c'est des ours. Donc, d'un coup, c'est la règle d'être un ours. Donc, quelque Mmh. part, ils sont contents. Et puis, alors, il y a évidemment des inégalités énormes entre ceux qui sont prend par pièce, ceux qui sont, bien sûr. Il y a aussi des inégalités en fonction de nos activités culturelles. Il y a ceux qui lisent des livres, il y a ceux qui n'en lisent jamais. Il y a ceux qui ont Internet, qui ont des ordinateurs, il y a ceux qui ont des enfants à la maison à faire travailler. Enfin, il y a de multiples différences. Mais on est quand même tous, c'est comme la libération en 1945. À un moment, chacun vit une histoire, mais on vit une histoire commune. Et je crois que, et on crée une mémoire commune. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à notre mort, 2020, ça restera comme une date. Et on se dira comment je l'ai vécu et qu'est-ce que j'en ai fait. Et les enfants diront mais qu'est-ce que tu as fait papy en 2020, t'étais où, Mmh. etc. Et je pense que comme tout événement, il se construit par le récit qu'on aura après. D'accord. Et justement sur ces inégalités digitales, sur ces inégalités économiques, qui sont effectivement, enfin les territoires sont aussi un marqueur de ces inégalités. Comment tu analyses la capacité de résistance, de la France et des territoires sur cette crise et sur cette crise aussi et heu, comment dire? Ces impacts économiques, qui vont probablement, nous frapper durablement? L'intérêt du modèle français, c'est qu'il est extrêmement solidaire. On ne s'en rend pas toujours compte, mais même là, quand on est capable d'avoir 5 millions de chômeurs à temps partiel, on serait américain, il y aurait 5 millions de chômeurs tout court. Mmh. Donc ça veut dire qu'on est une société qui a une capacité à la solidarité qui est absolument considérable, qui fait d'ailleurs qu'elle est lourde à transformer, parce que je veux dire qu'il y a des règles du coup lourdes, de liens, de contraintes, etc. Mais bon, ça c'est quand même la première chose, quoi. Mmh. Et la deuxième, c'est que mine de rien, on est vachement bien soigné. Alors on peut dire que bien sûr les médecins se décarcassent, les infirmières, etc. Mais en gros, il y a des lits, ça Mmh. marche. Si vous êtes malade, on vous soigne, il y a une ambulance qui arrive. Ça aussi, c'est alors comme toujours en France, on se raconte qu'on a le meilleur système de santé du monde, ce qui est évidemment pas Mmh. vrai. Ça, c'est notre espèce d'arrogance nationale qui est quand même un vrai problème. Mais sur le fond, en gros, on est soigné, en gros, on a à Mmh. manger et en gros, il n'y a pas de chômage en plus. Donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments de protection. Mmh. Mais comment faire pour que ce modèle justement, reste résilient? Parce qu'il me semble que quand même que par rapport à notre niveau actuel de revenus, si on doit baisser par exemple, ce qui va probablement pour certains arriver, comment faire pour que notre modèle continue à être résilient et continuer à protéger ceux qui auront encore plus besoin de l'être? On est le premier pays en prélèvement obligatoire.
Il n'y a que l'Irak qui fait plus que nous, mais enfin bon, les ressources de l'Irak sont très particulières, donc on ne va pas vraiment le mettre dans la compétition. Mmh. On est donc un pays où les prélèvements obligatoires, on va discuter 53-54%, avec les retraites à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de considérable. Mmh. Alors après, il y a souvent débat, c'est comment les répartir. Parce que chacun a toujours l'impression que ce n'est pas suffisant pour lui. Bon. Et en plus, on a mis en place des systèmes, par exemple, de revenus complexes, parce que le SMIC n'est pas énorme, mais à côté, on a des revenus complémentaires. Il y a la prime d'activité, tout ça. Mais n'empêche que la fierté du salarié, c'est de dire combien tu gagnes. Et tu Mmh. rajoutes pas, oui, non, mais j'ai aussi le HLM pas cher, j'ai aussi la bourse pour les enfants, etc. Bon, à un moment, c'est pas pareil que de dire j'ai 2000 euros par mois. Et donc, on est dans cette société où, au fond, on a monté des systèmes d'aide, mais on sent bien que les gens, quelque part, ils n'ont pas la fierté du coup de ce qu'ils font suffisamment, notamment les gens modestes, notamment les gens qui font ce qu'on appelle les petits métiers. Je dirais ceux qui travaillent en ce moment, en dehors des médecins qui font partie des classes aisées, mais tous les autres qui travaillent, c'est en fait des gens qui vivent de leur salaire et d'aides diverses. Et je pense que c'est un système qui est lourd, qui est pesant, qui quelque part manque sans doute de respect, qu'il va falloir réfléchir à transformer. D'accord. Et tu parlais des métiers, tu parlais des soignants et des médecins qui sont dans les classes aisées, mais on sent, et Dominique Méda en parlait récemment, que cette crise pouvait entraîner un bouleversement de l'échelle des métiers, de l'échelle des valeurs des métiers, entre ce qu'on pourrait appeler presque des métiers un peu bureaucratiques, même dans l'entreprise, en s'interrogeant sur leurs valeurs réelles, et qui ont inversement peut-être une rémunération élevée par rapport à leur contribution sociale plus ou moins forte, en tout cas qu'on peut questionner. Oui, et bien non, mais cette hiérarchie est évidemment discutable, on le voit bien chez nous. Alors, en plus, moi, quand j'étais enfant, je ne sais plus pourquoi, l'idée, c'était qu'il ne fallait pas que les écarts de revenus soient supérieurs à 8. C'était le chiffre Mmh, qu'on discutait dans les années 60. mmh, Donc, il y avait l'idée qu'au fond, il ne peut pas y avoir des écarts. Il y a un écart, on va dire, relativement légitime. Alors, c'est compliqué, qu'est-ce qui est légitime? Enfin, disons, en fonction de la richesse produite par l'activité. Et puis, c'est une idée qui s'est complètement perdue et les écarts ont énormément augmenté. En réalité, les écarts ont énormément augmenté, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit groupe qui est sorti, on va dire, du groupe. Parce que les revenus moyens se sont plutôt rapprochés. Mais par contre, il y a 0,1% qui a des revenus quand on entend parler des salaires des PDG, des joueurs de foot, des gens de la télé, tout ça. C'est plus notre monde, quoi. On ne sait mmh. plus compter, il y a trop de zéros. Donc, si vous voulez, et c'est ça qui donne un sentiment, au fond, que les revenus se sont écartés, ce qui n'est pas exact, mais ce qui est exact pour ce groupe-là. Et donc, ça donne un profond sentiment d'injustice. Donc, je pense que ce qui se passe en ce moment peut, dans ce sens-là, changer les choses. En même temps, je pense qu'il ne faut pas rêver non plus. Ceux qui ont acquis des positions comme ça, ils sont construits là-dessus. Ils jouent beaucoup sur l'international et sur le fait que la sphère financière et l'affaire de rémunération n'est plus nationale. Donc, du coup, Mmh. effectivement, on ne rentre pas tout à fait dans la même catégorie. On a fait des progrès, on a beaucoup augmenté les impôts de ces catégories, on a trouvé des règles. Et clairement, c'est un sujet de débat qui va revenir. Après, on ne va pas renverser les salaires. Moi, je plaide pour qu'on augmente au moins de 200 euros brut le SMIC pour faire un geste. Je veux dire, là, il y a besoin d'un geste symbolique, pas de donner un bac chiche aux gens qui se décarcassent, si on peut dire, comme on dirait à Marseille, pour faire tous les petits boulots dont on a besoin. Ce n'est pas seulement une prime dont on a besoin, c'est leur dire, attendez, on avait un peu sous-estimé votre place dans la société. Donc, on peut pas, on est en période de crise, on va dépenser des milliards à essayer de sauver l'emploi des entreprises. Mais je pense qu'il y a un geste symbolique à faire puissant, qui pourrait être, par exemple, en juin, quand c'est le moment où on augmente le SMIC, de l'augmenter de 20%, de faire des gestes comme ça. En 68, on avait augmenté le SMIC de 30%. Je pense que ça avait été un booster pour les ouvriers, avaient eu le sentiment d'être respectés, alors qu'avant, ils ne l'avaient pas. Il faut rappeler que le Mmh. SMIC, à l'époque, c'était 1000 euros. On l'a porté à 1000 euros. Donc, un SMICard, il touchait 700, c'était des francs, il touchait 700 francs. Donc, ça avait eu un effet, je crois, non seulement économique, même si la moitié avait été récupérée par l'inflation, mais c'était une forme de reconnaissance du monde ouvrier qui, à l'époque, était très puissant. Aujourd'hui, c'est un monde de service. C'est tous ces gens du Caire, ces gens, mais c'est aussi tous les gens d'Amazon, les gens qui mettent les choses dans les camionneurs, les gens qui rangent dans les supermarchés, enfin tous ces métiers, on voit à peine les gens, et puis bien sûr les infirmières, enfin bon, tous ces métiers-là. Et ça peut pousser, disons, à ce qu'on reconnaisse leurs demandes comme plus légitimes qu'avant. Tu parles de la nécessité de redynamiser l'économie. Je ne sais pas à quelle échéance, personne n'a une boule de cristal d'ailleurs. Mais est-ce qu'il faut conditionner cette relance de l'économie? Est-ce qu'il faut
conditionner cette relance par territoire ou plutôt par secteur d'activité? Autrement dit, est-ce qu'on doit refinancer des activités polluantes? On voit ce qui se passe aux États-Unis avec les lobbying qu'on gagnait pour certains secteurs très polluants comme l'automobile ou comme le pétrole au Canada. Est-ce que nous devons arbitrer beaucoup plaident pour qu'on prenne le temps d'arbitrer avant la relance pour que cette relance soit compatible avec les échéances climatiques, notamment environnementales du vivant. Quel est ton avis? J'aimerais bien, mais en même temps, la première question, ça va être qu'il n'y ait pas un effondrement de l'économie. Parce que sinon, on va avoir des masses de gens qui vont courir vers les nationalistes en disant, au fond, parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? On met des frontières partout, on crée des barrières entre nous, et au fond, l'idée de frontière reprend de la valeur. Alors qu'on disait un peu que l'idée de frontière n'était pas forte. Donc, si en plus, il y a des vagues de chômeurs en disant « Attendez les mecs, on va d'abord transformer les voitures pour qu'elles soient plus écolo, puis après on vous réembauche », il est clair que ça va être incontrôlable. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et de l'autre côté, il y a quoi? De l'autre côté, il y a les gens qui se disent « C'est parce que l'homme est devenu coopératif, c'est parce qu'on est 4 milliards à être confinés, c'est parce qu'on a retiré 1 milliard des enfants des écoles, c'est parce que tous nos savants travaillent ensemble, c'est parce que tous les labos échangent toute la journée leurs informations, que l'humanité va avoir des victimes. » Mais si je compare, ne fût-ce qu'à la peste noire, ou même simplement à la grippe espagnole qui avait fait 50 millions de morts, là j'espère qu'on n'aura pas 1 million de morts, on n'est pas à 100 000. Donc je veux dire, on est face à une immense peur, face à un danger énorme, mais en même temps, en partie les moyens de le contrôler. D'abord parce qu'on peut rester chez nous, parce que l'économie est assez puissante pour que l'État puisse prendre 5 millions de salaires en charge. C'est-à-dire que, mine de rien, ça montre la puissance d'une société, parce qu'il faut quand même les payer, ces 5 millions de personnes, brutalement. C'est-à-dire, normalement, il y a 5 millions de fonctionnaires. Hein. Donc, c'est comme si du jour au lendemain, on avait doublé le nombre de fonctionnaires. C'est à peu près ça. À peu près, c'est les mêmes ordres de grandeur. Donc, ça montre bien la puissance de l'organisation de nos sociétés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui vont dire la coopération entre les mondes de la planète est forte, elle se renforce dans cette affaire, parce que c'est la première fois qu'on mène une bataille tous ensemble pour qu'il n'y ait pas de mort. C'est-à-dire que des guerres les uns contre les autres, on en a fait beaucoup. Et au fond, c'est pour ça que j'aime bien le mot guerre, parce que c'est une guerre qui cherche à ce qu'il n'y ait pas de victimes. C'est-à-dire c'est l'inverse d'une guerre. On aurait pu inventer un nouveau mot, mais c'est quand même la même chose. Et donc, ça, il va y avoir ces deux forces qui vont s'affronter. Et en même temps, on voit bien que les gens qui sont plutôt comme moi, qui pensent qu'on est dans un monde global et que la seule façon de lutter contre le réchauffement climatique, c'est de le faire tous ensemble. C'est-à-dire que la question nationaliste n'est pas une réponse au réchauffement climatique. Or, pour moi, c'est la question centrale. Il faut le faire avec des règles d'égalité, mais c'est la question centrale. Donc, le nationalisme ne sait pas y répondre. Et d'ailleurs, le nationalisme ne sait même pas le penser. C'est-à-dire que les pensées nationalistes sont toujours avec l'idée que ce sont des choses qui viennent de l'extérieur et qui, effectivement, au fond, chez nous, ça ne va pas arriver. Et on voit bien comment, aussi bien en Angleterre avec Johnson, avec Trump, au fond, chaque fois, ils disent c'est pas nous, c'est le virus chinois. On peut trouver, on joue. Puis à un moment, on est rattrapé par la maladie et ce pauvre Johnson est même à l'hôpital. Et Trump freine, tourne sa voiture à toute vitesse parce qu'il n'avait pas pris la bonne direction. Bon, on est là sur cette situation, mais en même temps, donc, il va falloir penser à un monde global et en même temps penser des souverainetés. Ce qu'on a raté, c'est les souverainetés. Européenne notamment, ouais. Oui, Je mais disais européenne notamment, ouais, pour reprendre une question qui a été posée il y a peu de temps. Ouais. D'accord, mais en gros, depuis Reagan, depuis le début des années 80, il s'est passé quelque chose d'énorme au début des années 80. D'abord, c'est le moment où la Chine, c'est le moment où on renvoie 17 millions de gardes rouges à la campagne et la Chine décide de devenir un grand pays capitaliste. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a Reagan et Matt Thatcher qui décident de faire tomber le communisme en augmentant avec l'histoire des Pershing, etc. Et ils ont fait tomber le communisme. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle à mes yeux, même si je ne les ai jamais soutenus de très très loin. Mais la fin du communisme en Europe, c'est pour moi un événement historique très positif. Sauf que depuis, ils nous ont dit les règles du marché capitaliste sont à même de régler tous les problèmes de votre vie. Vous avez besoin d'un médicament, attendez-vous la voie de Chine. Vous avez besoin d'une voiture, on va voir si on ne peut pas l'amener du Japon, etc. Et donc, effectivement, chaque fois, on a réglé tout au nom de qu'est-ce qui coûte le moins cher, qu'est-ce qui est de la meilleure qualité. Et au fond, donc, quelles sont les conditions de production. Et c'était le seul critère de choix. Bon. Et on a oublié la question des souverainetés. Et parce que c'était moins cher. Et le résultat, c'est qu'on est dans une situation absurde où, en gros, par exemple, on achète nos médicaments en Chine, alors même qu'on est en train d'augmenter nos budgets d'armement à cause de la Chine et de la Russie. Et les Américains, 85% de leurs antibiotiques viennent de Chine. À quoi ça sert qu'ils augmentent leur budget d'armement pour faire la pièce à la Chine, si on peut dire,
Si, en fait, mettons qu'ils montent en tension, les autres ont qu'à arrêter de leur filer des antibiotiques. Les Américains vont mourir par dizaines de milliers. Et c'est quoi ça? C'est un peu comme si pendant la dernière guerre, on avait acheté les obus aux Allemands. Ça n'a aucun sens. Et donc, se rend compte qu'on a oublié la question des souverainetés, ou plus exactement, qu'on a tellement détruit la légitimité du politique, nous-mêmes, en n'allant pas voter, en injuriant les élus, en pensant qu'ils sont tous corrompus. Chacun l'a fait. Moi, je peux l'avoir fait aussi. Et au fond, le politique a été dévalorisé au profit du marché. Mm. Et la question aujourd'hui, c'est qu'au fond, comme on n'est plus des consommateurs, on ne consomme plus. On est des individus et on est beaucoup des citoyens. Parce que pourquoi on reste chez nous? Pourquoi on se contraint à ne pas aller, par exemple, courir le soir dans la rue quand il n'y a personne? En soi, ce n'est pas dangereux. Mais pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on est des citoyens engagés, moi je dis dans une AK, qui est derrière nos médecins, derrière nos caissières, derrière nos... Et en fait, le fait qu'on s'interdise de sortir, c'est une façon d'être Mm. solidaire de ceux qui restent leur vie en danger. Donc là, c'est un acte purement citoyen. Et donc le politique est en train de reprendre de la valeur. Et on peut espérer que c'est ça qui peut faire basculer les choses, c'est que à la sortie de cette crise, bien sûr qu'on va recommencer à consommer, etc., d'une certaine manière, avec certaines évolutions, mais quand même, mais peut-être qu'on va avoir une exigence politique que la société change, et notamment qu'elle change sur la question du climat. Parce qu'au fond, le virus, c'est quoi? C'est un petit élément sur un marché en Chine, un homme qui a dû toucher un animal, et ce tout petit virus, il Mm. bouscule la plus puissante science, économie du monde que l'humanité n'ait jamais su construire. Donc c'est quand même fascinant. Et donc Mm. ça veut dire que c'est bien la nature qui détruit notre modèle. Et donc c'est un cri d'alarme, je veux dire, non seulement parce qu'il y aura d'autres épisodes, de celui-là on n'est pas déjà pas sorti, celui d'après on verra, mais surtout ça veut dire que la nature, il y a un moment où si on ne la respecte pas, si Rousseau n'a pas raison sur Descartes, si les romantiques n'ont pas raison sur Marx, effectivement, il va nous arriver des catastrophes encore plus grandes. Donc prenons ça Mm. comme un lanceur d'alerte, au fond, ce virus. Mettons-le dans la catégorie des lanceurs d'alerte. Ok, un peu violent, mais soit on a Ah non, mais sûrement horrible, besoin pour violent, se… mais les lanceurs d'alerte ne sont pas toujours des bonnes sœurs, Non, en fait, non, les bonnes sœurs. Mais je je veux pense… dire, des petits saints, on va dire, pour ne pas être Tu veux dire, injurieux. est-ce que tu veux dire qu'on a besoin de radicalité aujourd'hui, au sens Oui. premier du terme, c'est-à-dire radicalité dans le modèle qu'on veut mettre en avant et radicalité comme dans le sens retour aux sources, à ce qui fait notre racine en tant Non, qu'être mais humain ou en tant je qu'organisation? crois que l'histoire, on apprend toujours des épisodes précédents et en même temps, il ne faut jamais repréparer la même chose. C'est-à-dire que l'histoire est totalement imprévisible, les événements sont toujours uniques et donc Ça, on en a la preuve, effectivement, ouais. voilà, non, mais c'est ça. La dernière fois, on avait eu trop de masques. Résultat, on n'en a plus. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient mis des masques de côté sont tellement fait engueuler, injurier partout, que du coup, ceux qui sont arrivés derrière ont dit écoutez, non, non, moi, les masques, je ne veux pas en entendre parler. On va les engueuler parce qu'il n'y en avait pas. Mais ceux qui vont les engueuler sont peut-être ceux qui ont attaqué Mme Bachelot parce qu'elle en avait trop acheté. Donc, je veux dire, c'est toujours facile. Ça veut dire que c'est toujours la mémoire de la crise précédente qui construit la crise qui va venir. Bon, ça, si vous voulez, c'est le fond de la dynamique même des sociétés. Je ne sais pas si on a besoin de radicalité. On a fait un accord, c'était la COP 21. On a fait un accord, les scientifiques nous ont proposé une ligne de conduite. Je crois qu'il faut dire, ça va devenir, on n'a pas besoin de chercher un Conseil national de la résistance, on n'a pas besoin, on l'a le programme, on l'a déjà construit. C'est celui de la COP 21. Et le problème, ça va être de dire, attendez, maintenant, on n'est plus en train de discuter du programme, c'est est-ce qu'on va l'appliquer? Et Non, c'est comment maintenant ça. l'appliquer? C'est comment le Ça, mettre. il n'y en a Peut-être pas qu'on a fait de besoin d'un programme. conseil pour le mettre en œuvre, en fait. Hein. Peut-être qu'on Oui, a donc besoin pour le d'un mettre en conseil œuvre, peut-être. général ou C'est national que pour le le mettre en œuvre. programme, on l'a déjà écrit. Et effectivement, on ne l'a pas respecté en entier. Et la question, c'est que je pense que les gens vont exiger maintenant qu'il se passe quelque chose. C'est très paradoxal ce qui se passe, parce qu'en même temps, c'est une aventure extraordinaire, traumatisante, qui nous blesse, qui nous fait souffrir, il y a des gens qui meurent, il y en a qui souffrent. Et en même temps, c'est le plaisir de faire partie d'une aventure. Je veux dire, de votre vie, vous vous rappelez toujours les moments exceptionnels qui peuvent être heureux ou malheureux, qui peuvent être un drame, un accident, comme une rencontre sentimentale ou la lecture d'un livre magique, etc. Donc, quelque part, c'est l'exceptionnel qui crée la mémoire. Et qu'est-ce que il y a des années, par exemple, si je dis 80, 1980, on va s'en rappeler parce que c'est une élection présidentielle qui a fait l'histoire. Mais qu'est-ce que vous avez fait en 1984? Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc là, on marque un départ. Et on marque un départ d'abord dans l'idée que toute l'humanité est capable de travailler ensemble, quoi qu'en dise Trump, machin et tout. Dans la vraie vie, les labos américains, ils travaillent avec les autres, etc. Bon, même si on se pique un peu des masques, bon, d'accord, c'est pas très brillant, mais bon. Donc ça, on le voit, on le met en place. Et donc la question, c'est comment on va en faire une force
Et ça, c'est l'enjeu qui va être… Et c'est pour ça qu'en même temps, quand tu parles de radicalité, il faut faire attention. Personne n'avait raison avant les autres. Je crois qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais moi, si vous m'aviez écouté, ça aurait fait autrement. » D'abord, ce n'est pas vrai pour le virus. Et en plus, si on l'avait écouté, ça aurait eu des conséquences multiples. Donc, on ne serait pas dans la situation où on est. Il faut se dire, chacun, nous avons à apprendre pour essayer d'affronter le monde qui est devant. Mais nous avons l'aspect de cette tragédie, c'est que peut-être on va arriver à appliquer le programme de la COP 21. Espérons-le, Inch'Allah. J'ai une question qui me vient par rapport à une petite interview qu'on a faite toi la semaine dernière, où tu avais une très belle phrase qui, en tant que sociologue, qui résonne encore plus quand tu disais « Cette crise nous donne probablement l'occasion », je ne sais plus le mot que tu employais précisément, mais disons de réhabiliter le futur, comme si auparavant on avait perdu le futur avec tous ces enjeux climatiques qui nous mettaient un écran de fumée sur l'avenir. Si tu veux, moi, ça fait un moment que je dis on a perdu le futur. Je dis, les sociétés ont fonctionné longtemps avec un futur du paradis, du religieux. Puis après, on a eu un futur de la révolution. Après la révolution industrielle, au fond, il y avait ceux qui croyaient à la révolution, etc. Et tout ça. Et puis, la révolution a disparu. Et le seul futur qu'on avait, c'était le réchauffement climatique, les migrations, le vieillir. Donc finalement, ce futur, il n'avait pas de qualité positive. Et d'ailleurs, en France, 80, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour de 80% disaient qu'ils préféraient le passé. Ce qui est quand même terrifiant dans une société. Quand on préfère le passé, parce que le passé, il ne faut quand même pas rêver. Lequel de passé? Les 30 glorieuses, quand la plupart des femmes étaient à la maison, quand les hommes travaillaient 60 heures par semaine, la guerre, l'entre-deux-guerres, la guerre d'avant, la guerre de 70, on peut retourner en arrière. Cette espèce d'imaginaire du passé, je ne dis pas que c'est pas des bonheurs, hein, mais enfin, c'était quand même assez tragique. Et puis, on a quand même gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Moi, je suis très sensible à l'augmentation de l'espérance de vie. Je trouve que c'est quand même la première réussite d'une société. Tant C'est qu'elle permet… 85 ans pour une femme, c'est ça aujourd'hui à peu près. Hein, C'est 85 ans pour une en femme, c'est ça? moyenne, une femme, quand elle prend sa retraite, elle a plus de 30 ans de retraite devant elle. Alors que quand on a fait l'âge de la retraite à 65 ans en 46, c'est parce que l'espérance de vie de l'ouvrier, c'était 66 ans et 3 mois, je crois. Donc on s'est dit, bon, bah, si l'âge moyen de l'ouvrier, c'est 66 ans, je lui donne à Un an à 65 payer. ans. Aujourd'hui, une femme ouvrière, elle a presque 30 ans d'espérance de vie à la retraite. Donc, on voit bien que la société a eu des réussites énormes. C'est ça qu'il faut penser à dire, c'est qu'on a inventé une civilisation absolument géniale, scientifique, culturelle, etc., avec de profondes inégalités, mais qui est d'une puissance aussi extraordinaire. Sauf que pour le faire, on a, depuis la guerre de 45, au fond, on va dire c'est la civilisation du pétrole, quoi. D'une part, c'est les majors du pétrole qui régulent une bonne partie des guerres, parce que sinon on ne comprendrait pas la guerre d'Irak, etc. Et là, on est en train de passer à une autre civilisation. Ça va être la civilisation du numérique, où il y aura aussi des majors. Ils seront aussi essentiellement américains et chinois, comme il y avait Elf, les grandes compagnies pétrolières, etc., américaines pour la plupart. Il y en avait une française, il y en avait une anglaise, mais bon. Et donc, on est passé à un autre, c'est-à-dire le lien virtuel va dominer le lien. Et c'est ça qui est en train de s'inventer, au fond. On aura toujours des automobiles, on aura toujours besoin d'un peu d'essence. Mais le principal lien, je pense qu'il va devenir virtuel. Et que, par exemple, les gens qui télétravaillent, ils ne se sont peut-être pas rendus compte qu'ils ont commencé une vie où ils vont continuer à télétravailler. Peut-être qu'ils iront à leur bureau une fois par semaine, je ne sais pas, ou deux fois. Mais on n'a pas, ça va continuer. Peut-être que les enseignants, ils vont en partie continuer à travailler par Internet. Peut-être qu'ils vont pouvoir disposer d'un cours fait par quelqu'un d'autre, ils vont le passer à leurs élèves. Qu'est-ce que tu as pensé de ce cours-là? On va discuter, etc. Donc, je veux dire, là, tout ça va se bousculer. L'hôpital est en pleine transformation. Regardez le temps que la culture française passe en réunion. C'est insupportable. Il y a des tas de gens, ils ne servent à rien dans les boîtes. Ils sont tout le temps en réunion. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Quand vous faites des réunions sur Internet, on parle chacun à son tour. D'abord, vous avez intérêt à avoir quelque chose à dire, parce que sinon, ça se voit. Parce que quand on vous donne la parole, vous êtes tout seul à l'écran. Donc, ce n'est pas comme dans une réunion où on est 50. Donc, je pense que le lien numérique va rentrer dans les systèmes d'organisation. Et évidemment, avec des majeurs, des gens qui vont vouloir… Le capitalisme numérique, comme dit Daniel Cohen, va prendre la main. Et au fond, là, nous, on est en formation accélérée de manière extrêmement brutale. Mais je pense que dans 2 mois, beaucoup d'entre nous seront bien meilleurs en matière numérique. Et l'enjeu, c'est d'empêcher la rupture numérique de se faire entre les milieux sociaux. Vous voyez, par exemple, je pense qu'il faut acheter des ordinateurs portables à tous les enfants. Il y a le département des Bouches-du-Rhône l'avait fait à une époque. Il faut donner l'accès au monde numérique dans tous les milieux sociaux. Là, il y a plein de familles où il y a un ordinateur pour que un des deux parents soit en télétravail. Il y a 3 enfants qui doivent faire leurs devoirs. Il faut considérer l'ordinateur comme l'outil pédagogique qui doit accompagner les enfants, sans doute à partir du collège. Vous voyez, c'est aussi des choses comme ça sur lesquelles il faut se battre. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il va y avoir vraiment un avant-après
crise pour toi dans l'organisation de la société, dans l'organisation du travail? C'est aussi majeur que ça? Je pense, d'abord, j'en sais rien, c'est une hypothèse. Ensuite, effectivement, ça va dépendre de comment les jeunes. Vous savez, ce qui nous marque sur un événement, c'est à partir du récit qu'on construit derrière. Nous, aujourd'hui, on vit l'événement au niveau individuel. Donc, on voit les problèmes de vieilles personnes, d'approvisionnement, du fait qu'on a envie de sortir, bon, de tout ce qu'on ne peut pas faire, des rencontres qu'on ne peut pas avoir. On est en plus confronté à une vie normalisée. On est dans nos couples légaux. Nos Mmh. couples légaux ne sont pas forcément nos couples réels, etc. Donc, il y a tout ça qui peut créer des tensions. Bon. Mais en même temps, après, on va mettre tout ça en récit. Il va y avoir de récits Mmh. des auteurs, des cinéastes. Je disais l'autre jour, je ne sais pas si c'était à toi, que je pense que les Américains ont déjà commencé à tourner un sitcom qui est en feuilleton sur cet événement. C'est-à-dire que la mise en récit va d'ailleurs réduire le phénomène, le concentrer, le développer. Est-ce qui va marquer la coopération? Est-ce qui va insister sur les nationalismes? Les événements n'existent pas en eux-mêmes, ils existent parce qu'on les raconte et qu'il y a des gens Ouais. légitimes à les raconter. Et que la question de la bataille sur le récit, elle va être essentielle. Il y a ceux qui vont faire le récit des dangers de l'Asie, du virus asiatique, du besoin absolu de frontières, du retour à des règles comme ça. Et en plus, comme cette question peut durer un an ou deux, ce qu'on est en train de vivre, donc le discours va se développer. Et puis il y a ceux qui vont tenir des discours de coopération en disant, mais attendez, l'Europe, maintenant, il faut qu'elle arrête de déconner. L'Europe, elle a 4 fondamentaux, on n'en sort pas. Se nourrir, se soigner, s'éduquer et se protéger. À partir du moment où on est prêt à avoir ces 4 fondamentaux, on peut discuter. Sinon, on ne peut pas continuer. Donc, je veux dire, et selon le récit qu'on va faire, on va se rendre compte qu'on a vécu un événement historique, alors qu'aujourd'hui, on vit d'abord un événement privé. Et l'événement historique va se construire. Regardez la résistance. Elle existait pendant la guerre, mais il y a plein de gens qui ne la voyaient pas vraiment. Et puis, à la Mmh. fin, on a Bien sûr. construit, et Mmh. ça a permis aussi d'oublier qu'un certain nombre avaient été payés, etc. Mais on avait besoin de leurs compétences. De Gaulle, au fond, les a relookés, et on n'a pas transformé en résistants, évidemment. Mais, disons, leur a redonné une forme de légitimité, notamment dans l'administration, dans la police, etc. Donc, c'est bien le récit qui construit l'histoire et qui n'est pas encore là. Il va venir. Il faut quelques mois, peut-être quelques années, pour que le récit s'inscrive. Et après, il y aura de l'action politique. Les choses vont se passer dans un sens ou dans l'autre en fonction des rapports de force, en fonction de la façon dont les syndicats, les églises, les associations, les réseaux d'idées, les partis politiques vont être capables de proposer des choses. Et est-ce que les hommes politiques vont être à la hauteur de l'événement? Je ne sais pas. Churchill, avant d'être Churchill, il n'était pas considéré comme le plus brillant des politiques anglais. Et Clémenceau, il a fallu qu'il ait C'est même moqué, 74 ouais. ans pour arriver au Mmh. pouvoir. Donc, Macron a de la marge, vous voyez. Justement, Macron, commence à changer fondamentalement son discours par rapport à un discours qui est beaucoup plus libéral. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir vraiment est-ce que tu crois en ce renforcement de l'État? Tu le souhaites visiblement, de l'État, du politique. Et puis comment nous, peut-être on peut, ce sera la dernière question, donc commencez à lever les mains si vous avez des questions à poser, mais comment nous, justement, on peut, on peut faire que cette place de l'État, cette place du politique, comme tu dis, qu'on attend tous peut-être, soit renforcée? Mais d'abord, il faut se dire que il faut pousser ceux qui sont en place à changer de politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire on va tout changer. Il ne faut pas dire on va, parce que sinon on n'y arrivera pas. On est dans un contexte politique très particulier. Les Américains vont changer de leader, les Allemands vont changer de leader. Tu y crois? Nous, on a Non, un bon, leader ok. qui est encore là pour 18 mois. Quoi? Je ne sais pas s'ils vont changer de leader, on verra. Mais bon. Les Allemands? Non, les Non, mais Américains. c'est Les Allemands, c'est Mme fait. Merkel qui retire. C'est pas, je ne la Oui, oui, critique pas, mais mais je parle des Américains. les Américains, non, je ne sais pas non plus s'il va se faire battre. Mais je veux dire, en tout cas, on va avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir. Bon. Et la question, c'est de dire, bon, sur quoi on va se mettre d'accord maintenant? On ne va pas dire aux gens d'où vous venez. On va leur dire comment on est prêt à porter cette situation ensemble. C'est ça la vraie question qui nous est posée. Et si on n'est pas capable de dire ça, sinon, mais toi, attends, tu as fait ça, tu as fait ça, je veux dire qu'à ce moment-là, on n'arrivera à rien. Et ne vous inquiétez pas, les nationalistes, ils ont une pensée toute prête, ils ont des réponses toutes prêtes. Et si en plus il y a une montée du chômage, ils vont être extrêmement puissants. Ok. Je vois qu'il y a une première question qui arrive. On va passer à la deuxième partie de l'émission, Jean, où les auditeurs peuvent poser directement leurs questions. Juste petite précision, essayez de poser vraiment une question courte pour qu'on puisse en prendre un maximum. Alors, je cède la parole à Anne. Laura, si tu veux bien, il y a un petit temps de réaction. Tu peux donner la parole à Anne, voilà, qui passe en conférencier et qu'on voit apparaître. Et voilà, ton micro est ouvert, donc je te laisse, Anne. Voilà. Question de ta part. On t'entend pas, Anne. Ah, si, voilà, peut-être. Jean- Anne, Oui, voilà. bonjour.
Bonjour. J'étais un petit peu étonnée par l'intervention à un moment qui disait que c'était un acte purement politique de sortir, enfin, de soutien, pardon, aux équipes de santé. J'ai cru comprendre que ça voulait dire que Jean Viard ne croyait pas tellement à, à la nécessité du confinement. Voilà, c'était un peu ça mon impression. Donc, Ah non, pas du tout. Alors là, ça ne voulait vraiment pas dire ça du c'est tout. pour ça que je voulais revenir dessus. Voilà, c'était important. Non, mais je crois tout à fait à la nécessité. Non, j'ai dit, si vous voulez, si je dis on était des individus, des consommateurs et des citoyens, je dis au fond le consommateur avait un peu écrasé le citoyen dans les quelques décennies précédentes. Et je dis simplement là, le citoyen est en train de reprendre la main sur le consommateur. C'est ça que je dis. Je n'ai pas dit le politique, j'ai dit notre dimension citoyenne au fond, qui est aussi évidemment une dimension éthique et altruiste de soutenir ceux qui se battent, etc. Mais quelque part, le citoyen fait groupe avec sa communauté nationale. Et je pense que ça, c'est quand même ça sur quoi je voulais insister. Merci, Anne. Je reprends la parole pour une question qui ne m'est pas parue, puis après, je donnerai rapidement la parole à Gilles. Pour que le citoyen ou le politique reprenne la main, il faut que les poids potentiels qu'on voit par exemple aux États-Unis, le poids du lobby, ou au Canada, du lobby pétrolier, soit moins important et qu'on les écoute moins. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Est-ce que c'est possible que ces lobbies qui ne sont pas forcément d'intérêt général, mais particuliers, baissent un peu en influence? C'est une question qui est revenue aussi pas mal des auditeurs. Vous avez lu le dernier livre de Jeremy Rifkin, qui est quelqu'un dont la pensée m'intéresse sur tous ces sujets. Et au fond, il dit il y a un moment où l'ensemble des fonds de pension vont basculer sur la nouvelle économie, parce que ça sera à long terme plus prudent pour eux en termes d'investissement capitaliste. Et je crois à ce genre de basculement, c'est-à-dire, je sais qu'on peut être contre, on peut dire il faut détruire le capitalisme, etc. J'aurais presque tendance à dire, écoutez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que le réchauffement climatique va trop vite. La question, c'est à quel moment il va y avoir la bascule. Alors lui, il a chiffré ça, c'est marrant, je crois qu'il donne un chiffre de 17% d'énergie renouvelable sur la planète, ou peut-être un peu plus. Un peu plus, parce que 17, on y est déjà quasiment. Non, il me semble que je me trompe. C'est un chiffre qui est atteint par l'Europe, mais qui n'est pas atteint au niveau mondial. C'est peut-être 20 ou 30%. Ça doit être 27, parce que la France est à 23, donc ça peut être 27, oui. Ah bon, pour ça, je m'excuse, je ne me rappelais plus les chiffres. Mais il dit, à ce moment-là, on estime que l'ensemble des fonds de pension vont changer de stratégie. Parce qu'ils vont se dire, à long terme, investir sur le pétrole, ce n'est pas vrai. Vu qu'une bonne partie des fonds de pension, en fait, ce sont des retraites. Donc, les retraites des Américains, or ces retraites, évidemment, ils veulent qu'elles durent longtemps, parce que le but, c'est qu'ils puissent se financer jusqu'à leur mort. Donc, s'ils vont sur le pétrole et que dans 15 ans, l'économie du pétrole s'effondre, ils ne vont pas y aller. Je crois beaucoup à ça. Et je crois que là, disons que cette crise va accélérer cette évolution. Alors, assez, pas assez, ça va dépendre des continents, ça va dépendre des territoires, mais disons que ça peut permettre de faire un pas. Les choses ne vont pas être résolues du jour au lendemain, mais je pense que ça peut permettre de faire un pas qui peut même être important, parce que vous savez, les politiques, ils vont avoir besoin de se relooker. C'est difficile de gérer un pays quand il y a eu 10 000, 20 000, 30 000 morts. Il y en a qui n'avaient pas de masque, il y en a qui n'avaient pas autre chose. Alors, on voit bien que c'est les différentes sociétés. Vous savez, à la fin, moi, je vois déjà la une du Monde où il y aura le nombre de morts par habitant. Chine, Inde, États-Unis, France, Italie, etc. À un moment, je veux dire, c'est pas une course, c'est une tragédie. Il y a quand même ceux qui sont plus efficaces que les autres. À la fin, pas maintenant, à la fin, parce que ça va être il va y avoir des cycles, plusieurs cycles, etc. Et donc là, il va falloir que les politiques se relookent. Et donc, parce qu'on a besoin d'avoir des décideurs, on va aller dans une période de turbulence épouvantable, on va emprunter des centaines et des milliers de milliards. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui tiennent le manche. Et donc, s'ils ne proposent pas des choses qui créent de l'adhésion populaire, personne ne va plus tenir le manche et on va aller vers des régimes autoritaires. On a connu ça après 14-18, où il y avait l'opposition communiste extrême-fascisme qui a occupé les anciens combattants. Si on peut dire, continuer à se battre, mais cette fois-ci entre communistes et fascistes. Ok. Laura, est-ce qu'on peut prendre la question de Gilles Gasperment? Voilà. Gilles, il est temps de reboutonner ta chemise. Voilà, on te cède la parole. Bonjour. Tu vas apparaître. Bonjour Gilles. Bonjour, attends, je mets ma caméra. Oui, alors je voulais déjà, moi je vous trouve très positif et surtout pas donneur de leçons. Et j'aimerais savoir ce que vous dites à tous ces collapsologues pour ne pas leur donner raison. Très bonne question. Ouais, absolument. Oui, c'est une bonne question, mais je partage tellement pas ce qu'ils racontent que ça me… Bon,
peut-être je leur dis rien d'ailleurs d'une certaine façon, si vous voulez. Moi, je trouve que les sociétés n'arrêtent pas d'inventer, de se construire. C'est pour ça que je donne toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tant que l'espérance de vie augmente et tant que les femmes peuvent faire à peu près le nombre d'enfants qu'elles veulent, je considère qu'on est dans des sociétés qui évoluent positivement. Alors, pour moi, c'est mes deux indicateurs de sociologue, je dirais. C'est la vie, quoi. C'est l'espérance de vie, c'est effectivement, c'est le nombre d'enfants aussi, le pouvoir des femmes de décider du nombre d'enfants, qui est un enjeu majeur dans les sociétés. Et je pense que pour le moment, on est dans cette construction. Mais on était dans une société auquel je pense que les individus étaient heureux. Tous les indicateurs ont toujours dit que 60 à 70% des gens disaient « je suis heureux chez moi, je suis heureux au travail, je suis heureux dans mon quartier, mais je suis désespéré sur le commun. Je suis désespéré sur l'avenir du monde, je suis désespéré sur les migrations, je ne comprends pas qu'est-ce que devient la nation. Donc j'ai peur du commun, mais je n'ai pas peur du privé. » Et les politiques souvent confondaient les deux. Il me semble que là, on est en train de retrouver un commun par la nécessité de se battre ensemble. Moi, je fais tout, y compris si j'interviens là, si j'interviens dans les médias, etc. Je ne suis pas le seul. Le but, c'est que ce commun se prolonge et qu'on retrouve un commun pendant une période. Et puis après, sans doute qu'il se défera. Vous savez, après chaque grand événement, on retrouve du commun et puis il se délite au fil du temps. Et puis il y a un autre événement qui en recrée après. Merci. Merci beaucoup, Gilles. On va prendre la question de Christelle. Laura, si tu veux bien. Merci, Laura, de faire tout ce travail en coulisses pour nous. Oui, il y a toujours qui travaillent cachés. Eh oui, mais ils sont revalorisés désormais. Alors, voilà Christelle qui apparaît. Si le micro fonctionne. Peut-être sinon, en attendant qu'elle arrive, tu m'excuseras Christelle. J'avais une question de Nolwenn que je trouvais intéressante et qui s'adresse évidemment à toi, sociologue. Qu'est-ce que tu penses de l'équilibre entre l'échelle locale, territoriale? Christelle, je reprends juste après. Entre l'échelle locale, territoriale et l'échelle plus nationale ou internationale. Quel est l'impact possible de la résilience des territoires en quelque sorte, on parle beaucoup de municipalisme, tous ces mouvements qui réinventent notre façon de faire société par petit territoire. Il ne faut pas plagier Bruno Latour, mais enfin c'est un peu la même idée aussi. Non, mais c'est ce que dit Bruno Latour aussi. Moi, je trouve ça très intéressant. Il faut dire les choses. Le territoire a toujours été un élément d'une culture de droite. Parce que le territoire, c'est la propriété foncière, c'est les classes dominantes, etc. Et la gauche, c'est toujours appuyé sur le social, les classes sociales, etc. Donc, au fond, il y avait un peu ces deux camps. Ah oui. Il y avait ceux du côté de l'avoir, on va dire, et ceux du côté de l'aide, pour faire un peu schématique. Bon. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le territoire devient une catégorie complètement transversale, y compris parce qu'on a réunifié la planète, y compris parce qu'il y a le réchauffement climatique, etc. Et donc, les gens de gauche, souvent, ils souffrent un peu parce qu'ils n'ont pas une grande culture du territoire. Historiquement, le territoire, ça faisait réac, quoi. Ou alors, ça faisait, ouais, non, mais le mec, il parle de son terrain, c'est le mec qui a le béret sur la tête, quoi. C'est un peu, bon. C'est une image assez négative, en fait. Et donc, la grande difficulté en ce moment, notamment pour la gauche, mais elle a commencé à le faire, c'est qu'elle pense le territoire. C'est-à-dire, non, le territoire comme local, c'est-à-dire comme lieu de proximité, comme lieu de groupe. Mais aussi comme lieu, c'était le sujet de mon dernier bouquin, comme lieu aussi, il y a une culture, les lieux. Les lieux ont une culture, les lieux ont une mémoire, les lieux ont des savoir-faire. Alors, on les a beaucoup niés. On a rasé on a supprimé, on a fait 63 000 ronds-points, on a à moitié détruit la moitié du territoire français par des systèmes de transport, par 16 millions de lotissements, etc. Donc, il faut qu'on redonne du corps à ce territoire. Mais moi, je pense que d'ailleurs, dans la tête des gens, toujours quand ils vous disent territoire et bio, c'est le même mot. C'est très curieux quand on dit, on voit bien comment. Moi, je vais souvent dans les marchés paysans et c'est toujours amusant de se rendre compte que pour les gens, c'est des gens, voilà, on fait partie du même local. Et ça, je pense que c'est une valeur très forte parce que la question du monde aujourd'hui, c'est bien effectivement la globalité d'une terre, qu'on n'en a qu'une et donc on se reconstruit par territoire. Mais le territoire, c'est ce qui nous rapproche. Ce n'est pas pour qu'il y ait des frontières. Moi, les frontières ne m'intéressent pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est le commun du territoire. Vous voyez, moi, je défends énormément l'idée que toutes les écoles doivent acheter une exploitation agricole. Ce qu'a fait la commune de Montsartou, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire l'idée que dans les chaînes alimentaires, il y en a une, c'est les enfants. C'est important qu'il y ait des fermes qui appartiennent au village, que les enfants aillent voir pousser les carottes, voir pousser les poulets, c'est-à-dire qu'ils connaissent la nature qu'on vit et qu'en même temps, du coup, on a une garantie de localité. Pas forcément du bio à 100%, peut-être, si on peut l'avoir, c'est mieux, mais je veux dire de la localité. C'est ce type de lien. Se rappeler qu'est-ce qui se passe entre le champ et l'assiette et redonner du sens à des choses qui en ont perdu,
comme par exemple, effectivement, se nourrir, l'homme qui les produit, celui qui les cuisine, celui qui les mange. Et c'est ça qu'on est en train de chercher. Et ça, c'est bien. Mais pas si c'est pour se fermer aux autres. Et c'est pour ça que la question du territoire, mais c'est un peu la même question sur la nature. Il faut toujours faire très attention. Ça peut être aussi des catégories, parce que la plupart des plantes autour de nous ont été importées de très loin. Je veux dire, le platane n'est pas provençal, la tomate n'est pas provençale, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, on vit dans un univers qui a été déjà complètement transformé par l'homme. Et donc, ça, on va pas revenir. Il faut faire attention à se raconter des histoires, quoi. Et donc, valorisons le local, mais gardons le local ouvert. Et c'est cette ouverture du local qui est pour moi l'enjeu. D'accord, un local qui ne soit pas non plus passéiste. Je vais prendre Christelle, maintenant ta question, et pardon de t'avoir interrompu. Pas de problème. Je voulais savoir, Monsieur Viard, votre avis sur, votre analyse sur Union européenne et Covid, plus précisément votre analyse sur l'action, inaction, voire la survie de cette institution post-épidémie, parce que l'Union européenne, il y a une idée d'un vivre ensemble supranational. Aujourd'hui, dans cette épidémie, moi, je les trouve en retrait, mais je suis peut-être pas bien informée ou ils communiquent pas bien. Donc voilà, quel est votre avis sur l'action, inaction de cette institution et voir l'impact que ça aura sur cette institution post-épidémie. Merci. Merci Christelle. Le problème, c'est que la santé n'a jamais fait partie des missions de l'Union européenne. Il n'y a pas de commissaire à la santé, par exemple. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense en particulier parce que la santé relève le soin est tellement intégré dans nos différentes cultures, et maintenant on le voit bien d'ailleurs, comment tous les pays réagissent au même virus, comme c'est différent suivant les pays. Et donc jusqu'à maintenant, on a considéré que la santé n'était pas un commun européen. À mon avis, c'est une erreur, mais c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc, de ce point de vue-là, du coup, qu'est-ce que fait l'Union européenne? Elle ne s'occupe pas de la santé, elle essaye un peu de faire passer des masques à droite à gauche. Et je pense qu'il va y avoir un commissaire européen, et je pense que la défense de la souveraineté en matière de santé publique, si vous voulez, actuellement, le premier budget de l'Europe, c'est la PAC, la politique agricole commune. C'est à peu près, je crois, 60% du budget. Mais quelque part, la santé, c'est aussi important que l'alimentation. Donc, je pense que là, on va faire un pas considérable, même si le but n'est pas forcément de tout produire chez nous. C'est de pouvoir produire chez nous. Il faut penser articuler l'économie ordinaire et l'économie de guerre, pour le dire comme ça. C'est-à-dire, il faut que toutes les entreprises aient possibilité de fabriquer deux choses différentes. Ce n'est pas forcément la peine de fabriquer tout le temps des masques, mais peut-être qu'on peut dire, attends, toi, tu fais des sièges de voiture, mais tu vas aussi avoir les machines et les compétences pour fabriquer des masques si on en a besoin. On va aller vers ce type de réflexion, parce qu'on sait très bien que si on fabriquait tout en Europe, ça serait beaucoup plus cher. Et si c'est beaucoup plus cher, ça veut dire que les plus défavorisés y ont moins accès. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que du coup, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se concentre sur l'économique. C'est-à-dire qu'effectivement, elle libère à peu près un peu plus de 1000 milliards de crédits, de prêts, etc. Et donc, d'une certaine façon, elle ne fait que de l'économie. Mais ce qui nous touche pour le moment, c'est surtout la santé. Donc là, on voit bien qu'elle n'y est pas. Elle n'est pas la seule à ne pas être bonne d'ailleurs. Non, elle n'est pas bonne. Et je pense que du coup, ça va montrer que soit l'Europe avance, soit l'Europe défend des souverainetés fondamentales. J'ai dit tout à l'heure se nourrir, s'éduquer. Moi, je rêve qu'on ne parle que du classement de Shanghai, par exemple, pour les trucs. Et pourquoi il n'y a pas un classement européen? Pourquoi il n'y a pas le classement de Berlin? Je ne dis pas qu'il soit français. On a des valeurs. On voit bien en ce moment qu'on a des rapports différents. Juste le classement de Shanghai, c'est le classement des acteurs de l'éducation de pays par pays. Voilà, pour classer. Mais si vous voulez, il s'est imposé. Or, on voit bien là que j'ai rien contre ce qui se passe à Taïwan, j'ai rien contre ce qui se passe en Corée du Sud, mais l'idée de leur lien à la santé, l'idée de leur protection de l'autre, puisque le masque, ils le portent d'abord pour ne pas transmettre la maladie, le rapport qu'ils ont à l'autorité ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui est passionnant quand on visite ces pays. Mais donc, ça serait normal aussi que pour nos jeunes aussi, on puisse dire, attendez, l'éducation, on a aussi notre idée là-dessus, et elle n'est pas la même tout à fait. Et donc, voilà. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Et donc, moi, je pense que si l'Europe n'affirme pas qu'elle prend pouvoir sur ces quatre souverainetés, à mon avis, à terme, elle va finir par se défaire. Merci. Autre question qui est venue du fil de discussion. On a vu probablement que dans la crise des Gilets jaunes, il y avait aussi cette crise de la solitude, du lien social qui était cassé. Alors, tu parlais de numérique pour refaire société, pour faire le lien social, peut-être, soit. Mais comment faire pour que cette crise et ce lien social qui est quand même cassé par ce qui se passe aujourd'hui, d'une certaine façon, ne vienne pas encore amplifier ce lien, cette cassure, cette brisure du lien social? Et comment lutter contre ce phénomène grandissant?
Mais jusqu'à maintenant, les gens qui étaient le plus sur Internet étaient aussi ceux qui voyaient le plus de gens. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas le lien physique par le lien numérique. En général, ils sont en dynamique l'un avec l'autre. Bon. Après, les gilets jaunes, c'est un problème particulier. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les gilets jaunes, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Les gilets jaunes, en gros, c'est le grand périurbain où nous avons installé, au fond, tous ces métiers du soin, tous ces gens qui travaillent dans les supermarchés, les infirmières, etc., qui, au fond, croyaient qu'ils avaient réussi leur vie, souvent, parce qu'ils avaient construit une maison, ils étaient devenus propriétaires, leurs parents étaient en HLM, très souvent. Et donc, au fond, ils avaient l'impression d'une vie relativement réussie. Et puis, petit à petit, d'abord, leur revenu n'a pas suivi. Souvent, ils ont divorcé, comme la plupart des gens, mais quand on est acheté une petite maison à crédit, etc. Et puis, surtout, leur mode de réussite, c'est-à-dire la propriété d'une petite maison mal isolée avec 2 petits diesels pour aller travailler, on s'est mis à la ridiculiser. C'est-à-dire, effectivement, en gros, le modèle aujourd'hui, c'est d'habiter en ville, c'est de faire du vélo, etc. Et on leur a mis des taxes sur les voitures et tout, sans réfléchir qu'effectivement, les Parisiens, les 2 tiers n'ont pas de voiture. Ils peuvent toujours voter pour les taxes, je suis très pour, mais le problème, c'est ceux qui ont des voitures, c'est-à-dire 70% des Français vont travailler en voiture, et souvent des vieux diesels pourris. En tout cas, un des deux est un vieux diesel pourri parce qu'on change en général 1 sur 2. Donc, on achète d'occasion une voiture qui marche à peu près, puis la vieille redevient, etc. Et donc, du coup, ces médiétas sont entrés en révolte parce qu'au fond, c'était les invisibles du territoire, on va dire. Aujourd'hui, une partie de ceux qu'on appelle les petits métiers, ce sont aussi des gilets jaunes, mais pas forcément. Ça peut être des gens qui habitent la ville, donc ce n'est pas tout à fait le même groupe social. Mais si vous voulez, ça veut bien dire qu'il y a une partie, quand la société change de direction, c'est ça qu'il faut dire. Le rêve de l'après-guerre, ça a été d'être propriétaire d'une maison avec jardin à côté de la ville. Et donc, les gros bosseurs, on va dire, ceux qui travaillaient à deux, c'est la première fois que 85% des femmes travaillaient comme salariées. Donc, du coup, ces ménages-là sont des ménages biactifs qui, du coup, ont pu s'enrichir pour acheter la maison, qui ont pu payer les études aux enfants. Et puis, arrive un moment où ce modèle, on leur dit, mais il est nul. Et leurs gamins qui sont partis en ville, ils disent, mais papa, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton pavillon de banlieue? Vends-le, tu crois pas? Le père est content, il a en fait une maison à transmettre à ses 2 enfants, ils en ont 2. Et d'un coup, les enfants disent, non, mais tu me vois aller habiter là? Moi, je veux aller habiter en ville, je préfère 20 mètres carrés à Paris, effectivement, ou à Marseille ou à Lyon, que ton pavillon de 120 mètres carrés, au milieu d'un terrain de 1000 mètres carrés. Et quand vous avez comme ça des tournants culturels, il y a forcément des gens qui en souffrent. Et le problème, c'est qu'on n'a pas su y penser avant. Et que, heureusement, je dirais qu'ils ont crié pour qu'on se dise, non, mais attendez, là, ces gens-là, il faut en tenir compte. Comment on va penser les gens qui habitent à côté de la ville, comment on va agrandir la ville. D'ailleurs, la plupart des débats municipaux n'ont jamais posé cette question. On a passé commune par commune. La question, c'est comment on intègre dans la ville ce grand périurbain, comment on le densifie, comment on le pense autrement qu'avec nos 63 000 ronds-points. Quand même se rendre compte, il y a 10 000 ronds-points en Allemagne, 5 000 aux États-Unis. On est un pays de maniaques. Un rond-point, c'est presque 1 million. Hein, c'est des budgets énormes. C'est devenu l'objet de l'élu qui a réussi, on va dire. T'as combien de ronds-points? Ça pourrait presque ça le début d'une réunion d'élus. J'ai 1 rond-point, 2 ronds-points, 3 ronds-points. Je veux dire, mais ça veut dire pourquoi? Ça veut dire qu'on a construit un système bâti sur la circulation. J'habite mon lotissement. Il y a un rond-point, j'ai mon supermarché, je vais travailler, ma femme va travailler de l'autre côté, mais on ne sait pas où on habite, on n'a pas de lien au territoire, on sort de son truc en appuyant sur le bouton de sa voiture pour ouvrir le portail et on n'a parlé à personne. Et ils le disaient bien, les Gilets jaunes, ça fait longtemps qu'on n'avait parlé à personne. Et bien, c'est ça, si vous voulez, qu'il faut regarder, connaître et transformer. Merci. Une question fondamentale, c'est que je crois, enfin je pense, en discutant autour de moi, on se pose tous la question de dire, on ne sait pas si ce confinement va durer 2 semaines, enfin 2 semaines non, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, on verra bien, ça dépendra de région à région. Comment je peux profiter au mieux de ce temps? Alors, parfois dans certains métiers, on court de réunions Zoom, de conf call en conf call, toi d'interview en interview. Comment on peut profiter, nous, de ce temps, je dirais, qui nous est presque offert? Enfin, pour nous, hein, encore une fois, il y en a beaucoup qui sont dans une souffrance énorme ou qui travaillent pour nous sauver, mais les autres. Il y a à peu près 40% des gens qui restent chez eux sans travailler. Hein. Et à peu près 40% qui font tous les petits métiers dont on parle et 30% qui font du télétravail, en gros, de ordre de grandeur. Hein. Donc, ça veut dire que la majorité, en fait, travaille. Et en plus, ceux qui ne travaillent pas, souvent, s'occupent des études de leurs enfants. Donc, ils ne travaillent pas, mais c'est une façon, parce que pour beaucoup de gens dans les milieux populaires, et même pas que, c'est vachement difficile de faire les études des enfants. Et en plus, ce qu'on apprend aux enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a appris quand moi j'étais enfant. Donc, je veux dire, c'est vachement compliqué
de leur faire les devoirs, même quand on a fait des études importantes. Ce n'est pas aussi simple que ça a l'air, parce que ce n'est pas du tout les mêmes façons d'apprendre, les mathématiques, etc. Donc, ça, c'est vrai. Donc, ça crée effectivement des grands écarts et des grandes transformations. Voilà. Après, c'était quoi ta question? Parce que du coup, j'ai perdu entre mon raisonnement. Non, je disais comment nous, on peut profiter de ce temps, Oui, pour apprendre comment des on choses. peut habiter ce temps intelligemment, si tu veux. Évidemment, Mais lire, etc. moi, Mais il y j'ai a les tendance à inégalités dire, sociales derrière. construisons des souvenirs. Je suis très sensible à la question du souvenir. Parce que Mmh. qu'est-ce que je me raconterai dans 10 ans? Vous Mmh. voyez, quand les gens qui font des choses honorables, les médecins qui se battent, les infirmières, les nanas des caissières, j'en entendais une l'autre jour qui disait qu'est-ce que je suis fier d'avoir le courage d'aller travailler à ma caisse. Personne ne me disait jamais bonjour. Et d'un coup, tout le monde me dit merci. Tous ces gens-là, ils se construisent des souvenirs positifs. Il y a des gens qui se construisent des souvenirs négatifs. Les mecs qui mettent des mots sur les pare-brises des infirmières, vous ne voulez pas déménager, etc. Ils sont très minoritaires. Les gens qui sortent tous les jours, il y en a qui sortent 10 fois par jour pour acheter une boîte de conserve chaque fois pour une raison de sortir. Moi, je trouve que la lâcheté aujourd'hui, c'est ça, c'est de ne pas respecter la règle, c'est-à-dire effectivement de mettre en danger autrui d'une certaine façon. Et bien sûr, en premier lieu, les médecins qui se battent pour ça. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, construisons-nous des souvenirs, que ce soit des souvenirs amoureux. Je disais une fois, recherchons une règle de courtoisie. C'est quoi de passer 1 mois, 2 mois, même avec une partenaire qu'on a forcément choisie, si on est là, mais il y a longtemps. Et puis, on n'avait pas décidé d'être tous les jours ensemble. On a chacun notre vie. Un des intérêts de nos couples, souvent, c'est qu'on se raconte ce qu'on a fait. On n'est pas tous les soirs couchés à 9 heures comme ça. Je veux dire, je dis pas que c'est désagréable, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui doivent souffrir. Le premier lieu de violence dans une société, c'est la famille. Il ne faut jamais l'oublier. Le rapport aux enfants, le rapport aux parents, les parents qui vont être gênés parce qu'ils ne savent pas apprendre à leurs enfants. Mais les enfants, ils s'en sont jamais aperçus que les parents ne savaient pas. Il y a 10% des On le vit Français qui tous, ne là. savent pas Ouais. lire. Ben, d'un coup, c'est comment on fait quand le gamin il dit maman, il y a quoi dans mon devoir là? Et si on ne sait pas bien le lire, on fait comment? On perd la face. Donc tout ça, c'est des souffrances. Donc il ne faut pas régler ça à la légère. Donc essayons de nous faire des souvenirs positifs en faisant des gestes positifs, en aidant quelqu'un, en applaudissant. Par exemple, c'est le petite chose, mais symbolique, en donnant des coups de fil à des gens qu'on a perdu de vue, en appelant sa vieille tante. Je pense que c'est important, je ne veux pas faire le prêche du curé du dimanche, mais je dis, faites attention, vous construisez vos souvenirs. Donc faites des choix en vous disant, est-ce que je serai fier de ça dans 10 ans? Oui, je réagis à deux remarques. Une première qui dit c'est culpabilisant ce mythe du temps libre. Peut-être. Alors, ce n'est pas comme ça que je l'entendais. C'était pour dire comment on peut se nourrir, comment on peut devenir des meilleures personnes grâce à ce temps. Alors, chacun, on peut aussi dormir, on peut faire plein de choses. Mais je pense que c'était utile d'avoir cette Oui, mais y compris parce que le temps, j'ai beaucoup travaillé sur la mention des vacances. Et quand on a donné les congés payés, c'était une angoisse dans plein de milieux populaires. Les gens avaient peur. Parce que qu'est-ce qu'ils étaient habitués à vivre? Quand ne pas travailler, c'était être malade ou être chômeur. Il n'y avait pas de catégorie mentale de je suis payé à ne pas travailler. Parce qu'il y avait des gens qui prenaient des vacances, mais ce n'étaient pas des salariés. C'était les pharmaciens, les médecins, les bourgeois, ils allaient aux zoos, ils allaient à Basse, etc. Mais les gens du peuple, les salariés, n'avaient pas de vacances. Et c'est pour ça, par exemple, il y a des endroits comme à Strasbourg, on a organisé une grande marche avec l'église et le syndicat jusqu'à la Schlurte, qui est en haut là, des Vosges, pour que d'un coup, il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, les gens parlaient de la semaine des 7 dimanches. Ça disait bien que c'était chaque fois un dimanche. Nous, on n'est pas face à la même question. On entre dans un confinement. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'on risque, dans les 2 ans qui viennent, d'être confinés peut-être plusieurs fois. Donc, il faut y réfléchir. Cette fois-ci, on a été un peu surpris. Moi, j'ai des copains qui ont invité des gens à venir chez eux. Il y en a d'autres qui ont réuni leur famille. Il y en a d'autres qui… Voilà. Donc, au fond, peut-être que, je dirais, on va se mettre à avoir une culture. S'il y a des séquences de confinement, ça peut être un événement. Vous savez, dans les sociétés traditionnelles, il y avait les Juifs ont le samedi, il y a le Ramadan, il y a des moments de retirement, etc. Donc, peut-être qu'on est en train d'entrer dans une civilisation où, de temps en temps, il y aura des périodes de confinement, je n'en sais rien. Donc, apprenons à l'organiser. Tous les psychologues disent qu'il faut des règles, qu'il faut s'habiller, on traîne pas au lit comme un dimanche matin. Je veux dire que ce sont des jours exceptionnels, normaux, et qu'on doit vivre, je pense, sur ce mode-là. Mais on peut aussi trouver des codes de courtoisie, d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça peut être un jeu de se demander, effectivement, par exemple, les messieurs pourraient s'entraîner à repasser leur chemise. Il y en a 3% qui sont là, je crois. C'est vrai.
Bon, merci Jean. Avant de fermer les micros, je voudrais, et puis de donner quelques informations sur la suite à tous ceux qui nous écoutent, je voudrais te poser une dernière question. Chez Engage, on travaille beaucoup sur la notion de présent et puis de futur désirable. Alors pour conclure, justement, toi Jean, quels seraient tes futurs désirables? Mais moi, mon futur désirable, c'est qu'on arrive à se dire qu'on va gagner la bataille contre le réchauffement climatique. Moi, je crois qu'on va la gagner. Mais je pense que parce que sinon, si on ne la gagne pas, ou si on n'a pas la confiance à gagner, pourquoi on fait des enfants? Qu'est-ce qu'on espère pour nos petits-enfants, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas les élever et les aimer pour les mettre dans un monde de plus en plus angoissant et inhabitable. Donc, moi, en fond, ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que des fois, je peux paraître un peu positif en ce moment, même si je suis comme d'autres avec des vieux parents qui me font souci, enfin des beaux parents. Mais je pense quand même qu'à partir de cet événement, on va pouvoir évoluer pour se protéger du réchauffement climatique et se battre contre ça. Regardez comment on est capable de changer nos comportements. Je ne dis pas qu'on va tous nous enfermer pendant 30 ans, évidemment, mais je veux dire, là, on accepte de changer nos comportements. Donc, on peut le faire, à Mhm. condition qu'on nous explique, qu'on comprenne à quoi ça sert, etc. Et je pense que ça, c'est une grande force. Et en plus, on peut le faire tous ensemble, qu'on soit totalitaire, communiste, fasciste, démocrate, écolo, etc. On est 4 milliards ce soir à être confinés et à l'avoir accepté. C'est quand même extraordinaire. Et quasiment 4 milliards à te regarder. Merci Jean, c'est extrêmement gentil d'avoir été le premier à nous répondre positivement. Quelques petites informations très rapidement avant d'éteindre ce Zoom. Premièrement, le prochain rendez-vous, donc on aura la chance de discuter avec Mathilde Dimmer et Loïc Blondiot, qui sont parmi les quelques initiateurs de la conférence sur le climat. Et ils nous parleront, on va dire, de l'impératif démocratique en ces temps de crise et de réinvention. Alors, on était 500 inscrits, ce qui est beaucoup. Donc, on n'avait pas la capacité Zoom encore de le faire. Donc, à partir de la semaine prochaine, on pourra accueillir beaucoup plus de monde et on pourra continuer à se joindre à nous regarder sur Facebook en parallèle. Et puis, demain ou tout à l'heure, on vous enverra un petit question-réponse à tous ceux qui nous ont écoutés pour avoir votre avis et puis aussi pour avoir vos critiques constructives pour essayer d'améliorer ce format d'émission qu'on va poursuivre dans les semaines qui viennent. Donc, on aura comme ça. Et puis, on va bientôt éditer un programme sur une dizaine de semaines avec ces rendez-vous, ces spécialistes multidisciplinaires qui nous éclaire et qui nous donne des raisons de mieux comprendre et de mieux espérer et de bâtir ensemble des futurs plus désirables. Donc vraiment, Jean, un immense merci. Merci beaucoup. Je vois que ça a été extrêmement apprécié. Et à très vite pour d'autres rendez-vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Allez, au revoir, merci.